Cette semaine dans Afrique, nous irons en Namibie dans le désert du Namib, un écosystème fragile endommagé par le passage des 4x4 des touristes. Nous verrons ensuite comment les inégalités régionales déstabilisent la Tunisie. Enfin, nous rencontrerons des fermiers en Afrique du Sud qui comptent sur Dieu pour mettre fin à 2 ans de sécheresse. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Un double attentat revendiqué par les islamistes Shebab a tué au moins 30 personnes dimanche à Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, 2 jours après l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, multiplient les attaques d'ampleur dans le pays depuis le début de l'année, après une période de calme relatif. Les insurgés avaient été chassés de la capitale Mogadiscio en août 2011 et perdu l'essentiel de leur bastion. 5 terroristes présumés, vraisemblablement venus de Libye, ont été abattus mercredi soir par les forces tunisiennes. Les individus étaient retranchés dans une maison à El Aouija, dans la région de Ben Gardan, près de la frontière avec la Libye. Les forces militaires auraient saisi 5 kalachnikovs, des ceintures explosives ainsi qu'une grande quantité de munitions. L'opération aurait permis de déjouer des opérations terroristes, selon le Premier ministre Abiy Bessid. Les autorités nigérianes ont ordonné jeudi le renforcement de la sécurité dans les écoles de Lagos après l'enlèvement de 3 lycéennes à l'est de la ville. La police a annoncé être sur la piste des ravisseurs, des hommes lourdement armés. Aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement, mais les rapts crapuleux sont très fréquents à Lagos, première ville et capitale économique du pays. Le groupe islamiste Boko Haram est aussi coutumier de ce genre d'attaque. C'est à coup de conventions et d'accords de coopération que le président turc Erdogan tente d'étendre son influence en Afrique. En visite au Nigeria mercredi, il a proposé son aide pour combattre le terrorisme. Il s'est ensuite rendu au Ghana et en Côte d'Ivoire pour terminer son tour par la Guinée-Conakry. La Turquie veut notamment accroître ses échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest. Le dernier Mad Max, nominé dans 10 catégories aux Oscars, a été réalisé en 2012 en Namibie à grand renfort de véhicules tout-terrain. Des écologistes avaient alors accusé le tournage d'avoir détruit des zones protégées, mais quelques années plus tard, les guides relativisent l'impact des films hollywoodiens. Chris Nell connaît tous les secrets du désert du Namib. À l'œil nu, du sable et des dunes, mais sous le sable, ce guide est capable de dénicher les repères des dames blanches ou des geckos transparents. Les rares plantes abritent des caméléons et les dunes abondent en serpents et lézards. Un écosystème fragile qui paye le prix fort au passage des 4x4 de visiteurs. Mais pour Chris, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que les marques ne partent jamais, elles restent pour toujours. Parce que le Namib est composé à 30% de sable et à 70% de pierres fines, de gravier. Des minuscules graviers que le vent n'emporte pas. Quand le blockbuster hollywoodien Mad Max a été réalisé dans le parc national du Dorob, des écologistes ont crié au scandale, accusant le tournage d'avoir détruit des zones du désert. Des dégâts que le guide relativise. Ils utilisent une aire limitée, maximum 5 km, et ils restent dans cette zone. Puis quand ils ont fini, les règles leur imposent de réhabiliter cet espace. Donc ils ont des équipes avec des balais, des râteaux, des filets, et quand ils ont fini, certaines zones sont plus propres qu'avant leur arrivée, parce qu'ils ont tourné par-dessus les marques de quad et autres déjà existantes, puis ils effacent les vieilles marques et les nouvelles qu'ils ont faites, donc le désert est encore plus beau quand ils repartent. Avant la création du parc national, il y a 5 ans, les habitants et les visiteurs avaient pris l'habitude de chevaucher les dunes en 4x4. Aujourd'hui, le public n'a accès qu'à des secteurs restreints et les guides empruntent des chemins définis pour ne pas laisser de nouvelles traces. Mais d'après l'ANACOMA, l'autorité de gestion du littoral, le désert du Namib gagnerait à une application encore plus stricte des lois. Souvent, vous verrez qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et je pense aussi que nos lois ne sont pas assez dures. Elles ne suffisent pas à décourager les gens d'abîmer certains endroits et de jeter leurs déchets n'importe où. Heureusement, le désert s'étend sur plus de 100 000 km². Au-delà des zones côtières, beaucoup de dunes n'ont encore jamais été foulées. Des manifestations qui s'enflamment. Fin janvier, des émeutes dans la ville tunisienne de Kasserine provoquent la contestation sociale la plus violente depuis la Révolution. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais les inégalités entre ces régions du centre de la Tunisie et les villes côtières restent un sujet brûlant.
Farouk Ishaoui est un jeune entrepreneur de Kasserine qui fabrique des fauteuils et il se sent totalement abandonné par les autorités tunisiennes. L'environnement dans lequel nous vivons a des manques. Par exemple, il y a un manque de transport. Les routes ne sont pas faites. Il y a un manque de local où nous pouvons travailler. Cela fait presque 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Je n'ai aucun document. Je ne suis pas considéré comme une personne ayant un projet. Depuis des décennies, les régions de l'intérieur se sentent mal considérées par rapport à celles du littoral. C'est par de telles revendications sociales et économiques que la révolution tunisienne a commencé avant de faire tomber le président Ben Ali en 2011. Mais 4 ans plus tard, le taux de chômage a atteint 26% dans le sud-ouest contre 15% à l'échelle nationale. Et les autorités locales assurent qu'il y a des projets, mais rejettent la faute sur la lourdeur de la machine administrative. Avant la Révolution, le rythme naturel de projets était d'environ 300. Mais après la Révolution, nous avons eu un flux énorme de projets qui dépassent les capacités des services régionaux. Le taux de pauvreté est 4 fois plus élevé dans le centre que sur la côte. Un paradoxe dans des régions pourtant riches en phosphate ou en produits agricoles. Pour cet économiste, c'est parce que l'État central n'investit pas que les disparités persistent. Malgré le potentiel énorme de développement dont disposent les régions de l'intérieur du pays, elles arrivent très mal à attirer l'investissement privé, faute d'infrastructures, faute de services sociaux de qualité. Le processus de transition politique en Tunisie a été applaudi par la communauté internationale. Mais pour les Tunisiens, et surtout dans le centre du pays, les changements économiques peinent à voir le jour. Marius Velremoud et sa femme sont debout bien avant l'aube. Ce matin, ces éleveurs de moutons vont rejoindre des centaines de fermiers pour prier pour qu'il pleuve enfin après 2 longues années de sécheresse en Afrique du Sud. Pour l'heure, Marius s'estime heureux, il n'a perdu aucune bête, une chance qu'il ne doit qu'à sa foi selon lui. Chaque jour, quand on se réveille et qu'on regarde le ciel, il n'y a ni nuages, ni pluie, et on sait qu'on dépend de Dieu. En tant que fermier, je pense que certains d'entre nous ont vécu directement cette expérience. Il n'y a rien entre Dieu et vous, c'est seulement entre lui et vous, et s'il ne fait pas pleuvoir, alors c'est qu'il n'y a rien. Et cela a un grand impact sur tout le monde. 5 des 9 provinces sud-africaines ont été déclarées en état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse. À la prière, un grand nombre de fermiers présents constituent l'unique source de revenus de leur foyer. Ça me brise le cœur, bon sang. Je veux pleurer quand j'entends que des jeunes hommes se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter la pression. Des couples sont menacés par cette sécheresse. Je vous le dis, ça vient du fond des enfers. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. Ces dernières semaines, des pluies éparses sont tombées sur certaines régions du pays, mais elles sont encore bien trop faibles et trop tardives pour sauver les récoltes et empêcher les animaux de mourir de faim. Dans ces communautés où les fermiers sont au bord de la faillite, le message religieux fait son effet. Ça parle directement de leurs problèmes économiques, leurs problèmes à la ferme. Ça met les fermiers en relation avec Dieu. Les gens se demandent où est Dieu lorsqu'il y a une sécheresse, car ils pensent que Dieu envoie de la pluie, comme s'il tournait un robinet au paradis, alors que nous savons que la pluie est contrôlée par les conditions climatiques. Les scientifiques estiment que la sécheresse va continuer pendant plusieurs mois avant de laisser place à l'hiver traditionnellement sec, de quoi alimenter un peu plus les prières des fermiers sud-africains. Star du Nigeria à la Coupe du Monde 94, l'attaquant Daniel Amokachi entraîne aujourd'hui les footballeurs du JS Hercule, une équipe de 2e division finlandaise. Un sacrifice, estime-t-il, mais nécessaire pour lancer sa nouvelle carrière. Le nombre d'entraîneurs noirs reste très faible en Europe. La semaine prochaine, nous verrons comment des chiens renifleurs d'ivoire sont utilisés pour lutter contre le braconnage d'éléphants au Kenya. À la semaine prochaine.